Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. De nombreuses interrogations sur la procédure d'alerte de l'épidémie de listériose. La société Coudray semblait connaître dès novembre la présence de la bactérie. Démenti formel de l'entreprise. Une enquête est en cours. En question, la chaîne du froid. Demain, les patrons du transport routier menacent de bloquer les frontières pour protester contre l'aménagement des 35 heures et l'augmentation du gasoil qui les étrangle. En Namibie, après l'embuscade lundi qui a coûté la vie à 3 adolescents d'une famille française qui faisait du tourisme, le rapatriement des corps en France, la douleur des proches. Théâtre sur la scène des variétés, Françoise Fabian et Jean-Pierre Marielle pour le nouveau testament de Sacha Guitry. Jean-Pierre Marielle doublement à l'affiche, avec au cinéma son rôle dans le film de Claude Lelouch. Le tournage du prochain Bertrand Blier, les acteurs. Jean-Pierre Marielle est notre invité. Des informations multiples et contradictoires nous parviennent depuis ce matin concernant l'épidémie de listériose. Nos confrères d'Ouest France ont mis en cause la société Coudray qui aurait été informée depuis le mois de novembre de la présence de la bactérie dans des produits qu'elle a commercialisés ensuite. Information aussitôt démentie par l'entreprise. Et ce soir, il est bien difficile de faire la part des choses. Restent ces interrogations sur les procédures d'alerte lorsqu'il y a suspicion. Ont-elles été scrupuleusement suivies? Pour l'instant, on ne peut être que prudent et ne rien affirmer. Éric Lemasson. Que le nom d'un groupe alimentaire soit associé à une épidémie, et c'est un incident majeur. Qu'il soit soupçonné de dissimulation serait beaucoup plus grave encore. C'est pourquoi ce dimanche, les dirigeants du groupe Paul Prédo, notamment sa filiale sartoise, se sont enfermés ici au siège à Gonesse pour une réunion de crise, avant qu'Alain Prédo, le fondateur du groupe, ne vienne finalement s'expliquer devant les journalistes. Mais c'est important de dire aujourd'hui que vous n'avez rien caché. Et on n'a rien caché, puisque dès qu'on a connu les faits, au contraire, c'est nous qui avons été au-devant. On a dit au professeur Carlier, communiquez les faits à la direction des services vétérinaires. Les interrogations sont nées de cet article de Ouest France ce matin. Listériose, l'entreprise savait. De fait, au mois de septembre, des prélèvements ont bien été effectués à la société Coudray dans la Sarthe, par un laboratoire interprofessionnel. Un contrôle qualité de routine dont les résultats sont parvenus le 8 novembre. L'entreprise Coudray apprend donc dès cette date que l'un des 6 prélèvements a révélé après enrichissement une faible concentration de listeria. Normalement, une entreprise qui a un résultat de ce type-là, donc s'il est bas, n'a pas l'obligation de nous le communiquer, puisqu'elle a l'obligation de le communiquer dès lors qu'il y a danger pour la santé publique. Donc à ce moment-là, elle doit prévenir obligatoirement son service vétérinaire départemental. En revanche, si c'est en deçà des limites donc dangereuses pour la santé publique, on pourra reparler des seuils si vous le souhaitez, elle n'a pas obligation de communiquer. La réglementation impose un seuil maximal de 100 bactéries de listeria par gramme d'aliment analysées au moment de la distribution du produit. Mais au moment de la sortie d'usine, il n'y a en matière de charcuterie aucun seuil légal maximal. Et la société Coudray se défend d'avoir détecté des concentrations significatives dans ces rillettes au moment de leur fabrication. Tous les résultats ont toujours été inférieurs à 10 au gramme, que ce soit en sortie usine ou à fin de DLC qui est 45 jours. Toujours inférieur à 10. En fait, les rillettes qui sont sorties de l'entreprise ne posaient pas de problème sanitaire particulier, qu'il y ait bien eu des listeria, mais à un niveau tout à fait acceptable du point de vue des normes qu'on a aujourd'hui, mais qu'une grande chaîne de distribution, un supermarché qui distribuerait dans toute la France, n'ait pas respecté la chaîne du froid. À ce stade de l'enquête sanitaire, les autorités ne mettent donc pas en cause la réaction de la société Coudray, dont les rillettes ont déjà provoqué la mort de 2 personnes. Et ce soir, l'enquête s'oriente, d'après un porte-parole du ministère de l'Agriculture, sur la chaîne du froid qui aurait pu être rompue. Je vous propose de suivre à Montpellier, dans l'un des grands centres de stockage de la chaîne Super U, les différentes étapes afin de comprendre comment se poursuit cette chaîne du froid nécessaire à la préservation des aliments, de la fabrication aux étalages des grandes surfaces. Jérôme Curato, Denis Pardano. Un jour de semaine, c'est une centaine de camions qui fréquentent ces quais de déchargement. Avec 6600 mètres carrés d'entrepôts réfrigérés, la plateforme montpelliéraine du groupe Système U approvisionne les 180 points de vente répartis dans la région sud. Ici, la prise en charge de la chaîne du froid commence dès la réception des colis en provenance des fournisseurs. Le contrôle se fait au hasard sur 5 échantillons de produits livrés. Nous faisons toutes nos réceptions dans des quais réfrigérés qui sont au maximum à 2,5 degrés, de façon à garantir la chaîne du froid lorsque le produit arrive en entrepôt.
Rillettes ou langue de porc, 190 colis suspectés d'avoir été contaminés par la listeria ont été placés en quarantaine. Les milliers d'autres produits frais sont stockés par zone de température selon les recommandations des fabricants. Bon, ce produit est à 3,3 degrés, donc a priori il est en conformité, 3,3 degrés, 3,2 degrés, pour un produit qui doit être inférieur à 4 degrés en stockage. Donc a priori on peut considérer que la chaîne de froid est respectée. L'ensemble des données collectées par les thermomètres du bâtiment est centralisé sur ce micro-ordinateur. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est l'informatique qui veille à la bonne marche des locaux réfrigérés et qui donne l'alerte à la moindre variation de température. L'intérêt, c'est que l'on peut gérer chaque zone de l'entrepôt et la température de chaque zone de l'entrepôt, détecter s'il y a des défauts dans le cadre du fonctionnement du site et aussi historiser toute la gestion des températures au cours de l'année. La totalité du dispositif de sécurité alimentaire fait l'objet d'un agrément des services vétérinaires. Une anomalie constatée lors d'une visite inopinée et l'entrepôt peut être fermé. La chaîne du froid reste sous contrôle sur les étals des grandes surfaces. Charge ensuite au consommateur d'assumer la responsabilité de la bonne conservation de ses aliments jusque dans son frigo. Reste qu'en interrogeant un certain nombre de spécialistes, la situation concernant précisément la listeria est plus complexe puisqu'il semblerait que cette bactérie puisse se multiplier, y compris lorsque la chaîne du froid n'a pas été interrompue. Venons-en à la marée noire. Le robot sous-marin le Triton a enfin été mis à l'eau cet après-midi pour aller explorer l'épave de l'Erika. Sa première tâche sera d'abord de retrouver et de remonter l'Abyssub, le premier engin bloqué depuis une semaine par 120 mètres de fond. Dans le golfe du Morbihan maintenant, les services de l'équipement utilisent des embarcations très spéciales pour repérer et ramasser les nappes de fioul qui menacent ce site connu dans le monde entier. Reportage Pascal Doucet-Bon, Thierry Breton. Le golfe est un joyau d'une valeur inestimable. Il a donc ses gardiens. 3 semaines que cette barge et ses 2 hommes d'équipage protègent l'entrée d'un des plus beaux sites bretons. Ils passent toute la journée sur l'eau, à scruter et à s'inquiéter. S'inquiéter entre autres des courants particulièrement complexes à cet endroit, qui peuvent permettre aux nappes de tromper le plus expérimenté des chasseurs. Ah oui, on traque, ouais. On les attend, on reste en attente qu'on reste au ralenti, qu'on peut le courant dans l'entrée du golfe et on patrouille, et dès qu'on en voit une, on va dessus. Faut pas qu'on les laisse rentrer, quoi. C'est donc une guerre qui se déroule ici. Mais ce beau dimanche est un jour de trêve, presque aucun ennemi gluant à l'horizon. La semaine dernière, la barge a réussi à ramasser des nappes de plusieurs centaines de mètres carrés. Ramasser, ou plutôt moissonner, puisque ce tapis roulant cranté fonctionne exactement comme celui d'une batteuse. Le reste est une partie de pêche macabre. Pas question de mélanger le mazout et les cadavres d'oiseaux. Une pollution organique s'ajouterait à celle des hydrocarbures. Alors là-dedans, on en a 43. Ça, c'est un cormoran, c'est un jeune cormoran, ça. Les autres, c'est un des premiers qu'on trouve, ça. Les autres, c'est tout des guillemots. Le Morbihan dispose de 2 moissonneuses à fioul, comme celle-ci. L'autre protège la barre d'Etel, pas très loin d'ici. Répartis en surface, il y aurait là de quoi polluer les plus grandes plages de la région. Bien sûr, cette barge a besoin d'une mer calme pour agir, mais elle a déjà prouvé son efficacité pour la protection des golfs et des ports. La marée noire a souillé ces derniers jours une partie de la production d'huîtres en Loire-Atlantique et l'on attend pour demain les premiers résultats d'analyse, une attente que vivent avec beaucoup d'inquiétude les ostréiculteurs touchés. Louis Carzou, Marcel Martin. Regarde. T'as vu? C'est sale. C'est très sale. La maîtresse, t'as pas dit comment ça s'appelait? Ça s'appelle la marée noire. D'habitude, le dimanche matin, Virginie et Pascal ne sont pas avec leurs enfants, encore moins à leur cabane d'ostréiculteurs. D'habitude, depuis leur installation il y a 1 an, le dimanche matin, c'est le jour du marché. Voilà ce qui nous reste dans notre production pour finir peut-être 1 ou 2 marchés. Les huîtres qu'on a mis à affiner, ça représente à peu près un dimanche ou 2. Puis après, bon bah c'est fini quoi. Installé au Moutier et à la Bernerie au fond du golfe de Bourgneuf, ce jeune couple d'ostréiculteurs est frappé de plein fouet par l'arrivée d'hydrocarbures sur les parcs d'huîtres. Des parcs que leur a laissé le père de Pascal. Pour le matériel, il a fallu investir 300 000 francs. Le bruit qu'on entend, c'est les huîtres qui sont mortes, c'est clair.
En attendant d'éventuelles indemnisations, les revenus de Noël ont permis de payer les factures courantes. Mais à présent, tout devient hors de prix, à commencer par les 5 000 francs de prêt qu'il faut rembourser chaque mois. Il y a tout l'enchaînement, les dossiers à monter, tout évaluer, toutes les pertes qu'on a pu avoir, parce que bon, on parle que des huîtres, mais il y a tout, il y a les poches, il y a les joncs, il y a les tables. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir nettoyer ces tables avec du mazout dessus, hein? Demain, Pascal et Virginie devraient connaître les premiers résultats d'analyse au cours d'une nouvelle réunion. Mais aujourd'hui, sur le terrain, les bénévoles ne sont pas rassurants. J'ai une boule pour vous, là, sincèrement. Et vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du nettoyage de... Ça fait comme des petites perles de pétrole qui sont déposées. Et contrairement à hier, donc le jour, elle avait été bien brassée. Et par contre, ce qui est plus grave, c'est qu'on a pu voir, c'est que si on creuse un peu, il y a des plaques en dessous, quoi. Regarde le mazout qu'elle a là-bas, tu vois? Pour l'instant, ils ne sont officiellement que 19 ostréiculteurs touchés comme Virginie et Pascal. Mais pour ces 19-là, l'avenir, c'est le noir total. La mobilisation à côté des bénévoles de François Pinault, le PDG d'Artémis, ce grand patron dont on connaît l'attachement pour la Bretagne. Il s'est rendu ce matin à Belle-Île, à l'île d'Ouat et à Wedic, annonçant qu'il financerait l'hébergement et les frais des bénévoles qui luttent contre la marée noire, un apport financier de plusieurs dizaines de millions de francs et une aide substantielle au centre qui est en charge des oiseaux mazoutés près de Vannes. Dans le Marais Poitevin, cette région hautement touristique, célèbre pour ses canaux, c'est la désolation après la tempête qui a soufflé 400 000 peupliers qui obstruent désormais les voies d'eau. La remise en état sera longue parce que les sites sont difficiles d'accès. Christophe de Valembras, Alain Darigrand. Le sol du Marais Poitevin gorgé d'eau était trop fragile pour retenir ses arbres. Des 400 000 peupliers, la moitié au moins a succombé à la tempête et on compte toujours. Le Marais Poitevin, majestueux l'été dernier, un pôle touristique important, la Venise verte. Ici, pas moins de 25 sociétés vivent des promenades en barque proposées aux vacanciers. Mais qu'en sera-t-il de la saison 2000? La tempête a entièrement dévasté le marais, les canaux, plus un seul batelier ne peut aujourd'hui travailler. Voilà, je suis coincé, je ne peux pas passer. Je crois que je voulais essayer de faire au moins une promenade, bon, tout seul. La promenade d'une heure, par exemple, pour voir si on peut éventuellement la faire. Et on est à peine parti qu'on a déjà des peupliers en travers. Car il faudra du temps, beaucoup de temps pour tout nettoyer. Les dégâts sont lourds et la zone touristique touchée par la tempête est extrêmement vaste, plusieurs milliers d'hectares. D'autant plus qu'on n'a pas d'accès par chemin de terre. On est donc obligé de transporter un ponton et passer par-dessus avec nos engins. Mais vous voyez qu'avant d'arriver à ce fossé-là, il faut désencombrer déjà de nombreuses parcelles avant d'intervenir. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les bateliers puissent retravailler dès le début de la saison, c'est-à-dire fin mars, début avril, c'est-à-dire à Pâques. Ce sera faisable ? Peut-être pas tout, on fera le maximum pour que les 25 entreprises de batellerie sur l'ensemble du Marais puissent au moins avoir un circuit d'ouvert chacune. Mais l'enjeu le plus important reste bien sûr la saison estivale. Le Marais Poitevin devrait être complètement dégagé pour répondre à l'affluence des touristes. Ici, on va demander une aide financière à l'Europe pour y parvenir. Et comme chaque jour, les chiffres du nombre de foyers toujours privés d'électricité, 50 000 foyers dans le noir ce matin encore, vraisemblablement 25 000 ce soir. Le cap d'EDF est de raccorder tout le monde dans la semaine qui vient. Et puis ce soir, le ministre de l'économie, Christian Sauter, invité de nos confrères d'Europe 1, a assuré qu'il n'y aurait pas d'impôts supplémentaires pour payer les dégâts des tempêtes. Tempête, ce sera donc le thème demain soir d'édition spéciale de Mots croisés avec Arlette Chabot et Alain Duhamel, qui recevront Jean-Claude Guessot, Philippe de Villiers, Corinne Lepage et François Roussy, le PDG d'EDF. L'actualité sociale avec la colère des patrons du transport routier qui ont décidé de bloquer les frontières dès demain. Ils entendent protester contre l'aménagement des 35 heures et les augmentations du gasoil qui les pénalisent si fortement. Éric Mézy, Marie-Pierre Cassignard. Des épaules de camionneurs et pas le permis poids lourd. Pourtant, le transport routier Bernard Liébard ne connaît que ça. Il est né dedans. Dans les années 70, il a repris l'affaire de son père. Aujourd'hui, l'entreprise compte 85 salariés, dont 60 chauffeurs. Les 35 heures, c'est la loi. Il faut donc, dit-il, la respecter. Mais il pense qu'elle est tout simplement inapplicable à son activité. On risque d'être amené à rémunérer les temps de coupure obligatoires. Donc le temps productif, qui est le temps de conduite,
est réduit à sa portion congrue. Et on va être amené à rouler 20 heures par semaine, alors que nos voisins européens, eux, roulent 48 heures. Car en France, on tiendra compte du temps de service effectif et non pas simplement des heures passées au volant. Quand Bernard explique à ses chauffeurs que ces changements vont lui coûter cher face à ses concurrents européens, on l'écoute poliment car ici l'ambiance est bonne, mais les intérêts ne sont pas les mêmes. Nous, 23 heures, eux, quand On va bien passer à 35 heures, mais toujours au même salaire. Ça va être difficile. Hein. Parce que si on commence à nous descendre le salaire, ça va peut-être pas aller. Hein. C'est tout à fait logique. Hein. On prévoit suffisamment de véhicules. Consigne de sécurité, choix de responsables par barrage. Pour une fois qu'ils descendent dans la rue, les patrons tiennent à ce que tout se passe bien. D'autant que ce type de manifestation, le blocage des frontières, n'est pas forcément populaire. On sait très bien que notre image de marque n'est pas très reluisante auprès des usagers et qu'en fait, on ne veut pas encore la ternir. De ce fait, on organise quelque chose qui est une démonstration, mais qui, bon, à la limite, somme toute, est bon enfant. Il y a 2 jours, les patrons ont refusé de participer à une réunion organisée par le gouvernement sur les 35 heures. Les syndicats de chauffeurs unanimes ont dénoncé cette attitude et rappelé qu'en 1996, leur grande grève avait été lancée au lendemain d'une action patronale. Le retour sur la scène politique d'Henri Emmanuelli après 2 ans de mise à pied dans l'affaire Urbain. Henri Emmanuelli, en tant qu'ancien trésorier du Parti socialiste, avait en effet dû démissionner de ses mandats après avoir été condamné à 24 mois d'inéligibilité. Une rentrée politique avec pour cible privilégiée le président de la République. Reportage dans les Landes, Laurent Hakim, Diane Richard. Après 2 ans de purgatoire, Henri Emmanuelli ne veut pas rater son retour. L'ancien trésorier du Parti socialiste, épinglé pour le financement occulte du PS, ne parle plus comme un bouc émissaire. Il est tout simplement pressé de faire entendre sa voix. C'est une épreuve qui a été difficile. Et moi, dans ma tête, je suis bien calé, quoi. On ne me fera pas faire ce que je ne veux pas faire. On ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire. Face à un candidat bien implanté depuis 20 ans, la droite n'est jamais apparue comme un réel adversaire. Et le débat démocratique a souvent fait défaut. Je pense que la démocratie et l'élandais y auraient gagné si nous avions eu la possibilité de discuter l'un avec l'autre, par exemple, dans des réunions publiques, dans les cantons. Aujourd'hui, la droite s'est trouvé un ancien militaire pour affronter Henri Emmanuelli. Les volontaires ne se sont pas bousculés et la victoire n'est évoquée que du bout des lèvres. Il n'est pas élu à 70%, monsieur Emmanuelli. Il suffit d'une toute petite tranche à faire basculer, et puis pourquoi pas Robert Lucas à l'Assemblée nationale. Vous me direz, c'est vachement présomptueux, mais enfin, ça me fait plaisir. En face, le PS a déjà déroulé le tapis rouge pour réhabiliter Henri Emmanuelli. Tous ses suppléants ont démissionné pour lui laisser retrouver ses mandats. François Hollande, Jean Glavany et 1500 militants sont venus le soutenir dans son fief. Mais Henri Emmanuelli rappelle ses compagnons à leur devoir. Ma conviction, monsieur le Premier secrétaire, si on veut faire battre le cœur du socialisme, je crois qu'il faut remettre un peu d'égalité dans la vie. Merci. Les tensions avec Lionel Jospin sont, paraît-il, retombées, mais Henri Emmanuelli a déjà émis des réserves sur les réalisations du gouvernement. C'est donc bien avec le même caractère rugueux et son franc-parler que le loup solitaire a l'intention de retrouver sa place dans la majorité plurielle. La Grande-Bretagne s'apprête difficilement à faire face à la plus grave épidémie de grippe de ces 10 dernières années, dans des conditions périlleuses, puisqu'elle souligne le dispositif très chaotique du système hospitalier public, au point qu'hier, un patient transporté dans 3 hôpitaux successifs est mort, faute de soins adaptés. Benoît Duquesne. Urgence à Cradley Heath, un homme souffre de difficultés respiratoires liées à la grippe. Un appel de plus dans cette ville de l'ouest de l'Angleterre. Les services d'ambulance sont débordés. La grippe par endroits a atteint le niveau officiel d'une épidémie. On doit faire face à une augmentation considérable de cas de grippe, avec des malades grippés, mais aussi des patients qui, fragilisés par la grippe, ont contracté d'autres maladies. Bien sûr, ce sont les personnes âgées qui sont les premières victimes de cette épidémie qui vient d'Australie. On dénombre officiellement 300 cas de grippe pour 100 000 habitants, avec des pointes par endroits comme en Écosse à 1000 cas. Et une fois de plus, le système de santé affiche ses insuffisances. La fermeture d'unités entières, la diminution de 30% du nombre des infirmières de soins intensifs, tout cela fait que les hôpitaux britanniques ont du mal à contrôler la situation. Et même si le gouvernement s'en défend, s'il refuse de faire appel au privé comme le lui demande l'opposition, il a bien fallu rappeler en renfort des infirmières à la retraite.
Je ne pense pas qu'on puisse parler de crise, mais avec cette grippe, plus les fêtes de fin d'année, le système de santé publique est sous pression, mais le staff travaille de façon formidable pour offrir un service adéquat. Et la polémique a pris un tour dramatique avec le cas d'Harold Smith, un homme de 74 ans, mort faute de trouver un lit dans une unité de soins intensifs après une opération du cœur. Ballotté entre 3 hôpitaux successifs, obligé de parcourir 130 km en ambulance, l'homme n'a pas survécu. Le NHS a des problèmes endémiques, manque de lits, d'infirmières, de services de soins intensifs qu'il faudrait vraiment résoudre. Et l'on parle de ces hôpitaux qui stockent les morts dans des camions frigorifiques faute de place dans leur morgue, de toutes ces opérations qu'il faut annuler faute de lits disponibles et de personnel, de ce service public de santé déjà à saturation et qui risque de s'avérer incapable de faire face à cette épidémie qui pourrait faire 20 000 morts dans toute l'Angleterre. La Belgique et le Luxembourg ont décidé de rétablir à partir de demain les contrôles aux frontières afin de lutter contre des filières qui voudraient profiter de la régularisation des sans-papiers. Une opération votée en décembre par le Parlement et qui concerne en Belgique les personnes y résidant depuis 6 ans. En Namibie, après l'embuscade qui a coûté lundi la vie à 3 adolescents d'une même famille, touristes français victimes d'une attaque attribuée à des combats de la rébellion angolaise, les dépouilles des 3 enfants ont été rapatriées alors que la Namibie affirme qu'elle garantit la sécurité des touristes sur son territoire. Maryse Burgot. Cette enseignante française vient de vivre en Afrique l'irracontable. Elle a donc quitté ce matin la Namibie, emportant avec elle une détresse qu'elle n'exprime plus. Son mari est très sérieusement blessé et ses 3 enfants sont décédés. Ils avaient 19, 15 et 10 ans. Leurs corps sont eux aussi rapatriés vers Paris. Il y a bien les quelques mots de l'ambassadeur de France en Namibie, déclaration de réconfort et de circonstance. Il faut qu'une enquête approfondie soit menée pour que l'on détermine les responsabilités. Qui a perpétré cet acte? Avec quelle complicité? Pour quel but? C'est dans les environs de Bagani que le safari de cette famille d'enseignants est devenu tragédie, à la lisière d'une bande de terre qui s'enfonce depuis la Namibie vers l'Afrique australe. Région frontalière avec l'Angola, pays en guerre civile quasiment sans interruption depuis 25 ans, les combattants du mouvement marxiste de l'UNITA s'y opposent aux forces gouvernementales. Ces rebelles sont aujourd'hui soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque contre le véhicule des touristes français. Ces combattants en voudraient beaucoup à la Namibie de s'être récemment engagés du côté du gouvernement angolais. Un changement d'attitude qui pourrait expliquer cet accès de violence au nord-est de la Namibie, pays touristique et jusqu'à présent épargné par les conflits. Près d'1 an après les avalanches meurtrières qui ont coûté la vie dans la région de Chamonix à au moins 17 personnes, Alexandre Cara et Gilles Jacquier sont retournés dans la vallée afin de prendre la mesure des nouveaux moyens mis en œuvre. Au pied de ces montagnes ensoleillées, inoffensives en apparence, il y a des ruines, à peine enfouies par la neige. Les vestiges d'un drame que le village de Montroc n'oubliera jamais. On s'attendait à une catastrophe, à une avalanche, c'est certain. Il y avait déjà des couloirs qui s'étaient purgés plus tôt dans la journée. Mais là, non, jamais personne n'aurait pensé là. Ernest et Michel Hofstetter, le père, le fils, se souviennent. L'an dernier, ils ont dû leur salut à bien peu de choses. L'avalanche s'est brisée à quelques mètres de leur chalet. La butte qui se trouve en contrebas a sauvé le chalet. Donc l'avalanche a été détournée, comme ça, oui. Dans la vallée de Chamonix, il existe plus d'une centaine de couloirs d'avalanche. Après la catastrophe de l'hiver 99, les autorités ont décidé de vérifier une à une toutes les zones constructibles. Il va y avoir à nouveau une vérification au niveau des zones avalancheuses sur notre plan de déclenchement des avalanches, de manière à ce qu'on cerne d'encore un peu plus près, si la chose est possible, toutes ces zones sensibles. Une mesure indispensable pour améliorer les infrastructures. Lors de la tempête de l'an dernier, le paravalanche construit au-dessus du village des Bossons a prouvé son efficacité. Il y a 15 ans, Bruno Rambaldini a vu son chalet rasé à cet endroit même. Sans ce paravalanche, ça aurait pu raser tout le petit hameau de maisons qu'il y a autour du Novotel. Ces cinquantaine de maisons, là, elles ne seraient peut-être plus là aujourd'hui. Et les gens avec. Depuis le drame, les moyens en hommes et en matériel ont été renforcés. Pourtant, dans la vallée de Chamonix, on sait que le risque zéro ne sera jamais atteint,
tant la montagne est loin d'être une science exacte. Le Dakar, après le tragique accident hier au Mali d'une fillette grièvement blessée par le passage d'une moto, l'occasion pour nous de nous interroger sur la façon dont sont tracés les parcours que doivent suivre les concurrents et qui passent parfois par des villages où se massent les habitants. Florent Gautreau, Christophe Vignal. Tu as le Toubib de Tango 7 que tu peux emporter. Qu'il y ait un incident de course ou un accident plus grave, c'est lui le premier prévenu. Depuis le PC Course, Patrick Zaniroli organise alors les secours. Il a en partie tracé le parcours et il redoute toujours la traversée de l'Afrique noire. L'ancien vainqueur du Dakar est fataliste et attribue l'accident d'hier à un mauvais concours de circonstances. On a joué de malchance en plus, c'est que là, hier c'était la fête de rupture de Ramadan et que tous les enfants étaient au bord des routes car il n'y avait pas d'école. C'est un facteur supplémentaire qui a joué contre nous. Les organisateurs ne le cachent pas, le risque zéro n'existe pas. Chaque année, ils effectuent une reconnaissance du parcours et rencontrent les autorités locales pour éviter le drame, comme l'an passé lorsqu'un militaire burkinabé avait été tué par un concurrent. La crainte majeure reste la traversée des villages, mais là encore, les organisateurs restent inflexibles. Pour nous, c'est difficile parce que pour traverser des pays africains, c'est pas si simple de dire il suffit d'éviter les villages. On ne peut pas éviter les villages. Il y a une piste souvent qui va d'un point à un autre. Il n'y a qu'une piste. Alors pourquoi ne pas imaginer une sécurité renforcée, des barrières et des forces de police en plus grand nombre? En attendant, on demande aux concurrents de ralentir dans les villages et de faire preuve de prudence en général. Dans ce genre de rallye-raid, les risques d'accident sont réels. Malgré tout, la course continue et les concurrents vont vite. Aujourd'hui, entre Bamako et Bobo-Dioulasso, les motards les plus rapides ont roulé à 175 km/h sur des pistes de latérite particulièrement roulantes. Du ski en Allemagne à Berchtesgaden, la Française Christelle Sayoni a fait le deuxième meilleur temps dans le slalom comptant pour la Coupe du Monde féminine en 1 minute 33 secondes. C'est la Slovène Spela Pretnar qui a devancé de 92 centièmes la skieuse française originaire de Nice. En tennis, Fabrice Santoro est devenu aujourd'hui numéro 1 mondial après sa victoire à Doha au Qatar contre l'Allemand Schutter. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Jean-Pierre Marielle, doublement sinon triplement à l'affiche cette saison. Au théâtre d'abord, aux côtés de Françoise Fabian, dans une pièce de Sacha Guitry, Le Nouveau Testament, et puis au cinéma, dans le film de Claude Lelouch qui vient de sortir. Et en tournage, votre participation au prochain film de Bertrand Blier, Les Acteurs. Autant d'occasions pour nous d'esquisser ce portrait d'un homme de talent qui fuit plutôt les médias et garde intacte sa passion de comédien. Frédéric Bonnet. Ne restez pas dans le champ, ne restez pas dans le champ, qu'est-ce que c'est que ce connard? J'ai demandé un pot d'eau chaude. On l'aime bien, Jean-Pierre Marielle, surtout lorsqu'il ressemble à lui-même. Sur le tournage du dernier film de Bertrand Blier, Les Acteurs, Marielle, entouré d'une pléiade de célébrités, joue enfin son propre rôle. Qu'est-ce que c'est mon propre rôle? Je ne sais rien moi-même. Lui, il le sait mieux que moi. Et il en a tourné des scènes pour en arriver là. À l'ombre de Michel Simon en 59, il faisait ses débuts dans Pierrot la tendresse. 41 ans plus tard, Marielle a gardé quelque chose de ce Pierrot si bien décrit par Michel Simon. Mauvais garçon, mais gentilhomme, il vous assomme dans l'affection. Et voilà. Moi, l'humour et la grandiloquence s'emparent très vite de son personnage. Le stagiaire de la Comédie Française, ancien élève du conservatoire, est, paraît-il, prédisposé au théâtre, ce qui lui donne la faculté de basculer de la dérision au tragique. Si j'ai envie de me saouler la gueule aujourd'hui, ça me regarde? Il y a longtemps que j'aurais dû le faire, ça m'aurait permis de travailler les rôles d'ivrogne. Il y en a plein de répertoires. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais c'est le contraire, imbécile. Pour jouer un ivrogne, il faut être sobre comme un chameau. Avec Jean Rochefort et Philippe Noiret, ses copains du conservatoire, Jean-Pierre Marielle entre peu à peu dans la petite cour fermée des ténors du cinéma français. Pas négociable! Instinctif, il n'hésite pas à se mettre en danger avec des films légers. Je suis le mari de votre femme, monsieur. Un festival de grimaces. D'Henri Decoing à Lelouch et en 40 ans de carrière, Jean-Pierre Marielle a tourné 80 films pour les plus grands cinéastes. En ce moment, vous ne risquez pas de le rater. À l'affiche depuis le 1er janvier avec Une pour toutes de Lelouch. On le retrouve également sur les planches de Sacha Guitry, où le mari qu'il incarne règle ses comptes à sa femme. Si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre maîtresse, ça nous la ferait choisir avec un peu plus de discernement.
Jean-Pierre Marielle, bonsoir. Et bien sûr, on va parler de Guitry. C'est un peu un privilège de vous avoir parce que j'ai l'impression que vous fuyez plutôt les interviews. On a l'impression que vous n'aimez ni parler de vous-même, ni faire parler de vous. C'est un excès de modestie. Oh non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je suis ravi d'être là. Non, ça. Nous aussi. Non, mais moi, j'aime pas trop quand on joue dans des films, quand on joue une pièce, on vient en parler. Ça, c'est normal. Mais raconter sa vie, moi, ça m'intéresse pas. Ma vie n'a aucun intérêt. Alors, ma vie a de l'intérêt uniquement dans le spectacle, c'est tout. Alors, on ne va pas parler de votre vie privée, bien sûr, mais votre passion de comédien. Vous êtes donc au théâtre pour cette pièce de Guitry, Nouveau Testament. Françoise Fabian, qui est votre partenaire, dit que c'est une pièce drôle, ludique, cynique et misogyne. Alors, évidemment, le mot est dit, misogyne colle toujours un peu à la peau de Guitry. Moi, je trouve que c'est un petit joyau, cette pièce. Et avec Murat, on avait l'intention de jouer une pièce de Pirandello, puis on l'a pas fait. Puis comme c'est un grand lecteur, Murat, qui connaît très très bien le théâtre et qui connaît très bien Guitry, il m'a fait découvrir cette pièce que je ne connaissais pas. J'ai trouvé que c'était une petite merveille. Enfin, on dit que c'est une pièce misogyne, mais il ne faut pas oublier que mon personnage est cocu dans la pièce. Alors bon, il a une petite réaction par rapport à sa femme. Avec ces belles répliques à la Guitry qu'on connaît, j'imagine que vous en avez peut-être une ou deux en tête. Non, mais ça sont des mots d'auteur, ça. Mais enfin, Guitry a énormément souffert avec les femmes. C'est pour ça qu'il en a eu tellement. Bon. Parce que je pense que Guitry a été sérieusement cocu. Donc il en voulait un petit peu à la jambe féminine. Et quand on colle cette étiquette de misogyne à Jean-Pierre Marielle? Ah ben non, pas du tout. Oh, ben non, c'est le contraire. C'est pas une vertu, la misogynie. Ah ben non, mais absolument pas. Bon, alors Françoise Fabian et vous, on a l'impression que ce sont des conversations qui reprennent comme une évidence. Et en fait, c'est la première fois que vous jouez vraiment ensemble au théâtre. C'est la première fois, nous étions au conservatoire ensemble. Il y a mon ami Pierre Vernier également qui est dans la pièce. Et nous étions au conservatoire ensemble. Et avec Fabian, on n'avait pas joué. On a passé notre concours ensemble. Vous voyez, on ne s'était jamais retrouvés. Et là, c'est un vrai bonheur, parce que c'est une actrice que j'admire. Moi, j'ai un vrai bonheur, c'est d'écouter votre voix. Et je ne dois pas être la seule. On ne se lasse pas d'écouter cette voix, et on a l'impression que vous pourriez donner du talent à n'importe quel auteur. Vous croyez ça, vous? Oui, moi je crois ça. Non, moi je ne crois pas. Non. En tout cas, donner du talent à Guitry, c'est pas possible. Non, il en avait déjà. Il avait suffisamment été. Est-ce que cette voix a été un atout dès le début de votre carrière? Oh non, pas du tout. Non, la voix, c'est pas un atout, non. Parce qu'il y a des gens qui ont des voix extraordinaires, puis ça n'a rien à voir, non. Vous savez vous en servir de cette voix au théâtre? Non, je m'en aperçois absolument pas. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas un moyen, si vous voulez. Elle est là, hein. Je m'en sers comme je peux. Vous vous en servez bien. 40 ans donc sur les planches, un métier, une patience, presque une raison de vivre, une raison d'être. Non, pas du tout, non, c'est mon travail. Vous êtes un pro. Oui, je travaille comme ça me permet de vivre ça me permet de vivre parce que je vis tout à fait autrement. J'adore faire plein de choses, voyager, découvrir des choses, rencontrer des gens, tout ça. C'est mon métier, quoi. J'ai toujours fait ça, alors c'est tout. Mais ça, c'est pas une passion dévorante, si vous voulez. Je pourrais très bien arrêter de jouer la comédie, ce serait pas dramatique pour moi. J'ai du mal à vous croire. Non, moi je vous le dis. C'est vrai? Ben, bien sûr. Donc vous voulez dire que parfois vous rentrez en scène et il faut un peu vous y aller en traînant les pieds? Oui, des fois, puis il y a des fois. Enfin, moi j'ai joué tellement de choses, j'ai joué des fois des choses qui me barbaient un petit peu. J'ai tourné dans tellement de films, des fois c'était un petit peu le pensum. Alors bon, au cinéma, vous marquez tous vos rôles avec, je dirais, un caractère qui est à la fois bourru, tendre, séducteur, enveloppant. Ça ressemble au vrai Marielle? Ah ça, j'en sais rien, ça je peux pas vous répondre. Hein. Alors comment il vous voit, Bertrand Blier, justement? Parce que les acteurs, vous jouez votre propre rôle. Ah ben ça c'est très mystérieux, parce que Blier, oui, moi j'étais très surpris, parce qu'en fait, oui, on joue tous nos rôles d'ailleurs. Piccoli joue son rôle, Brialy, Arditi, tout ça. Oui, mais c'est quel type, Jean-Pierre Marielle? Eh ben oui, c'était un personnage. Moi ça a été très bizarre, vous savez, c'était comme une sorte de révélateur bizarre de certaines choses, parce que Blier est une sorte de magicien comme ça, et puis il a été fouillé des choses que malgré moi, comme ça, j'ignorais, et comme ça, mystérieusement, j'ai vu naître comme ça en voyant certaines scènes. C'est très bizarre. C'est un personnage très inquiétant, Blier, vous savez. Vous gardez une certaine fraîcheur après toutes ces années de comédie, de théâtre, de cinéma? Oui, et dans la tête, et dans l'âme. Oui, une fraîcheur, certains jours, mais certains jours, c'est pas très frais, non. Ça dépend. Et quand vous rentrez en scène, vous arrivez à trouver l'enthousiasme? Oui, bien sûr. Non, puis avec cette pièce, c'est formidable, parce que vous savez, il y a une distribution magnifique. Il y a des acteurs formidables,
Et ça, c'est très. Moi, j'ai le goût des troupes, vous voyez. Il y a une vraie troupe. Vous avez le goût de l'équipe et de ne pas vous mettre en avant. C'est pour ça que je travaille très souvent avec Murat, puis on a des très bons souvenirs. On a joué le retour de Pinter, on a joué une pièce de Carrière. Là, on se retrouve encore, et puis on arrive toujours à créer des noyaux d'acteurs tout à fait exceptionnels. Et là, il y en a. C'est vrai. Une dernière question, très courte. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait inscrit dans cette époque-là. C'est vrai, j'ai tort ou pas? Répétez votre question. Oui, parce que c'est parce que je vais vite, parce que c'est la fin du journal. C'est pour tout ça. J'ai l'impression que vous êtes peut-être plus à l'aise dans une autre époque que dans la nôtre. Ça, j'en sais, étant donné que je ne suis jamais allé dans une autre époque, je ne peux pas vous répondre. Parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, de nombreuses interrogations sur la procédure d'alerte de l'épidémie de l'hystériose. La société Coudray semblait connaître dès novembre la présence de la bactérie, démenti formel de l'entreprise. Une enquête est en cours. En question, la chaîne du froid. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, 20h55, Camille Claudel avec Isabelle Adjani, 0h45, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Jox, premier président de la Cour des comptes. À 20h, vous retrouvez Claude Sérillon. Et puis, 15 jours après la tempête et l'arrivée de la marée noire, édition spéciale de Mots croisés. Arlette Chabot demain soir et Alain Duhamel recevront Jean-Claude Guessot, Philippe de Villiers, Corinne Lepage et François Roussy, le PDG d'EDF. Mots croisés est associé à France Info qui fera demain toutes les heures un point sur les conséquences de la tempête. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.